Peut-être un mot sur ma conception finale de du message que je peux délivrer en tant que le message d'une fin de vie, puisque bon, maintenant je vais arriver à un point où des enquêtes j'en ferai plus et je pense pas que j'écrirai encore beaucoup de choses en anthropologie, bien que parfois on me le demande, mais j'avoue que j'ai plus tellement la force. Je veux dire par là que j'ai envie de faire des choses qui me font plaisir. Et les choses vraiment qui me font plaisir aujourd'hui, c'est la poésie. Bien. C'est comme ça, c'est une fin de vie comme ça, peut-être que d'autres passent par le même état. Voilà, je suis à la fois malheureux et je suis, oui, parfois triste de voir que certains ont une conception de l'anthropologie qu'on peut appeler fermée. Fermée parce que sectionnée. Ils sectionnent et ils sélectionnent leurs objets. Certains de mes collègues, et surtout des étudiants, qui disent je vais étudier cet objet parce qu'il me plaît, parce que celui-là me plaît, il est digne d'être ethnologisé, l'autre non. Je prends un exemple simple, un exemple simple et qui est très très contemporain et qui malheureusement est parfois le signe de la période que l'on traverse, dont on a un peu parlé tout à l'heure avec l'effet boomerang de ce qui se passe sur les campus américains. Donc, qui disent, je suis moi-même d'origine, je fais partie d'une minorité, n'importe laquelle en France, bon, je vais donc aller travailler sur les minorités, et pas sur les majorités, qui ne m'intéressent pas, et même que je déteste. D'autres diront, je suis femme, je vais travailler sur les femmes. D'autres diront, je suis juif, je vais travailler sur les juifs. D'autres diront, et ainsi de suite. Bien. Ça, c'est ce que j'appelle une conception fermée de l'anthropologie. C'est-à-dire qu'on fait un choix, on sélectionne, et on idéologise beaucoup. C'est-à-dire qu'on a un cadre déjà préétabli, et ce cadre, on va l'appliquer à l'objet que l'on a choisi, que l'on chérit, que l'on aime, que l'on veut, sur lequel on veut travailler, parce qu'on pense que comme on a des atomes crochus, on va pouvoir dire des choses beaucoup plus intéressantes que si j'avais un rapport neutre ou un rapport de haine ou de distanciation forte ou de méfiance. Bon. Pourquoi fermer? Une conception fermée, parce qu'en sélectionnant, en présélectionnant et en sectionnant comme ça les objets du monde, ce n'est plus une enquête anthropologique à ce moment-là. C'est fini. C'est une enquête anthropologique, elle doit concerner tous les hommes, tous, quels qu'ils soient, y compris ceux que vous détestez. C'est pour ça que je donnais toujours à mes étudiants, il y en a un qui a bien suivi d'ailleurs la recommandation. Vous êtes de gauche ou d'extrême gauche? Allez voir dans les milieux de droite et d'extrême droite. Faites une enquête auprès d'eux, vous allez voir. C'est très intéressant s'ils vous laissent aborder. Si vous laissez les aborder. Vous êtes de droite ou d'extrême droite, allez voir les gens de gauche et d'extrême gauche. Vous allez voir, grâce à cette espèce de distanciation élastique, dialectique donc, vous allez pouvoir dire des choses que vous n'auriez pas dites si vous aviez été toujours du même bord que ceux sur lesquels vous enquêtez. Certains ont suivi mes conseils et ça a donné souvent des très beaux travaux, que ce soit en master ou que ce soit en thèse. Voilà la conception fermée. Moi, j'ai une conception ouverte. Voilà, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que moi, d'abord, à partir du moment où certains objets sont éligibles à la description anthropologique, bien entendu. L'anthropologie des quartz, je ne vois pas ce qu'on pourrait dire, hein, sauf dans des relations imaginaires entre le quartz et l'homme. Bon, je pense à ça parce que je suis en train de lire des textes de Ponge, de Francis Ponge sur les pierres ou sur le savon. Évidemment, à partir du moment où certains objets sont éligibles à la description anthropologique, tous sont bons.
Mais à partir du moment où vous y avez remarqué, trouvé une problématique anthropologique. Si on n'a pas, ben, je ne vois pas pourquoi on ferait une description anthropologique. Bon. Donc nous, notre travail, et moi j'ai une conception comme ça, c'est de décrire. Quels que soient les objets, il faut les décrire. Et c'est ça le plus dur, c'est de décrire. Écrire, c'est facile, hein. Décrire, c'est difficile. Parce qu'il faut adapter la langue à l'objet que vous voyez. Et ça, comme il y a beaucoup plus d'objets que de mots, il n'y a pas beaucoup de mots en français, hein, après tout. Il n'y a pas beaucoup de mots. Je ne sais plus, on s'est amusé à faire le compte. 60 000, je crois. Vous vous rendez compte du nombre de choses et d'objets qu'il y a sur la Terre? Des milliards. Alors il faut adapter à chaque fois. C'est ça le concept. C'est qu'un concept va pouvoir contenir beaucoup d'objets à la fois. Oui, c'est bien, mais d'un autre côté, vous ratez beaucoup de détails, du coup. Voilà. Moi, j'ai une conception ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire ouverte? Ça veut dire qu'il faut parler de tout le monde et de tous. De tous. Alors, si on fait de l'anthropologie politique, ben, il faut parler de tout le monde, de tous. Il faut parler du phénomène intel, du phénomène. Il faut parler des fascistes, il faut parler des communistes, si on était encore à l'époque où ils étaient florissants. Il faut même parler de ce qui nous dégoûte. Il faut parler du dégoût, il faut parler il faut parler de comment dire, des objets des objets et des choses, ou des attitudes, ou des comportements, je dirais les plus étranges au sens, pas anecdotiquement, mais au sens où on n'a pas encore trouvé exactement les concepts opératoires qui pourraient nous servir à les décrire. Voilà. C'est cela. Il faut parler de cela aussi. C'est-à-dire qu'il faut parler de choses silencieuses. On n'a pas encore le langage, on n'a pas encore la formule symbolique pour en parler. Mais il faut en parler. Et puis surtout, éviter les interdits absolument. Éviter les interdits. Il n'y a pas d'interdit en anthropologie. Aucun interdit. La sexualité ne doit pas être interdite. Je ne parle pas de la parenté. Hein. Ça fait longtemps qu'on en fait. Donc, la sexualité ne doit pas... parler des enfants non plus, parler de l'homosexualité non plus, on peut parler de tout. Et c'était sans doute, puisque vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi ce colloque sur les interdits, enfin, y a-t-il des interdits universels? Oui, alors certains ont répondu lors du colloque oui, et d'autres non. Alors c'est vrai que si vous êtes dans une civilisation qui interdit beaucoup, certains disaient dans le colloque, qui étaient eux-mêmes tunisiens, certains disaient dans le colloque, oui, dans la civilisation arabo-musulmane, il y a beaucoup d'interdits. Très bien. Alors ils disaient, ben oui, on peut donc pas dire qu'il y a des interdits ou des tabous, parce que le terme tabou revenait beaucoup, qu'il y a des tabous universels. Et d'autres disaient, non, c'est vrai qu'il y a des tabous universels. Il y a des tabous universels qui concernent toutes les civilisations et toutes les cultures, ainsi de suite. Je suis partisan, en ce qui me concerne, on ne peut pas faire qu'il n'y ait pas de tabou du tout, mais je suis partisan d'une ouverture totale sur tous les objets à analyser, tous, quels qu'ils soient. Et je répète, même les plus, scandaleux. On n'a pas fait beaucoup d'anthropologie du scandale. Ce serait quelque chose à entreprendre. Des scandales. Il y a eu quelques tentatives en Afrique subsaharienne, oui, de certains. Oui, en particulier sur les viols, l'anthropologie des viols, c'est très intéressant. Pourquoi dans certains pays on viole classiquement, et c'est normal de violer, et pas dans d'autres. Bon, et enfin, et ça permettrait peut-être de clore, pas de clore le débat, parce qu'il n'est pas, malheureusement il n'est pas clos, hein, mais de ce combat éternel entre l'universel et le relativisme, que j'aborde d'ailleurs dans le texte dont vous me parliez tout à l'heure, sur l'universel relationnel, écrit avec les collègues de Suisse. Ce que je voulais dire, c'est que le relativisme est un piège. Incontestablement, c'est un piège. C'est un piège dans lequel beaucoup de nos collègues ethnologues sont tombés, et continuent à le faire d'ailleurs. C'est un piège. En quoi c'est un piège? Quand ils disent par exemple, écoutez, par exemple s'ils parlent des musulmans, puisque c'est très à la mode en ce moment en France, les femmes mettent des burqas et elles vont en burkini à la piscine, oui, et alors? C'est leur culture, c'est comme ça. Vous n'y pesez rien, conception fermée de la culture.
Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Vous n'allez pas venir par la violence leur arracher. Au nom de quoi? Vous, Français, ben, vous ne le faites pas. Ben, très bien, c'est votre droit. C'est ça le relativisme. C'est quand on égalise absolument toutes les mœurs et toutes les pratiques humaines. On les égalise en valeur. On les égalise en valeur. Je n'ai pas dit en description, évidemment, en valeur. Je suis pour un universalisme relationnel, c'est-à-dire que je suis pour qu'on mette en rapport les mœurs de certains, les mœurs, les coutumes, les codes, on met en rapport avec le contexte. Avec le contexte. Où êtes-vous pour porter un burkini? Vous êtes où? Vous êtes en Arabie Saoudite ou vous êtes ici? C'est pas la même chose. Bon. Ou vous êtes en Israël, où il y a beaucoup de femmes voilées, hein, cela dit au passage. Oui, c'est très étrange, mais c'est comme ça. Les universités israéliennes sont pleines de filles voilées. Voilées. Ça passe. C'est normal. Dis rien, c'est comme ça. Alors le relativisme, c'est celui qui dit, le relativisme, c'est égal en valeur. Oui, mais alors si on va jusqu'à dire c'est égal en valeur, l'excision des jeunes filles, il faut l'admettre, l'excision des jeunes filles, et l'infibulation des lèvres du vagin de la jeune fille de 12 ans, il faut l'admettre. Ben, si vous êtes relativiste, vous êtes obligé de dire « Ah ben oui, c'est une valeur de leur culture. Moi je suis désolé, si c'est une valeur de leur culture, elle est respectable, c'est sacré. Donc on n'y touche pas. Donc on peut continuer à inciser les jeunes filles. Et à les infibuler. D'accord, très bien, mais où êtes-vous? Dans quelle culture? Vous êtes en France ou vous êtes au Sénégal? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, alors, ici, il y a un droit. Ce droit, il est ce qu'il est. C'est le droit de la République. Et le droit de la République dit qu'on ne massacre pas le corps des petites filles, fût-ce au nom de valeurs religieuses. C'est ça que j'appelle un universalisme relationnel, c'est tout. Il est mis en relation avec quelque chose d'autre, qui est le droit du pays. Je n'ai pas dit que c'était un droit universel, le droit de la République française n'est pas un droit universel, c'est un droit propre à la République. Maintenant, si vous voulez inciser une petite fille au Sénégal, et encore que les choses changent beaucoup au Sénégal, parce qu'il y a de plus en plus de procès contre l'incision et l'infibulation, contre, et ainsi de suite pour tout le reste, et ainsi de suite pour tout le reste. Alors, un universel qui ne soit pas entièrement abstrait, c'est un universel contextualisé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce qu'on peut rappeler une conception ouverte de l'anthropologie. Elle est ouverte, mais pas entièrement ouverte, avec une porte entièrement ouverte, ni fermée. Et dire aussi, ça dépend des contextes, c'est pas facile aussi à comprendre, parce que comment on prend le contexte, comment on le prend, c'est quel contexte? C'est un contexte qui s'impose à nous, ou c'est un contexte purement accidentel? Vous voyez, il y a plusieurs types de contextes. Voilà pourquoi je serais partisan d'une anthropologie ouverte, oui, mais à condition qu'il y ait un certain nombre de principes ou de valeurs qu'on doit respecter en tant qu'anthropologue, quelle que soit la nationalité à laquelle on appartient. Voilà, alors je voulais juste... oui, terminer par une proposition. C'est une proposition comme ça, hein. Voilà. Je pense que le mieux pour l'avenir de notre discipline, parce que tout à l'heure j'ai dit de manière qui risque de choquer, hein, de scandaliser, on voit ce que le cognitivisme a donné, on voit ce que le textualisme a donné, ce que l'anthropologie postmoderne a donné. Postmoderne et textualisme, bon, je les mets en gros sur le même plan. On voit ce que le marxisme dans la discipline a donné. On voit ce que le structuralisme a donné. Bon, on en est aujourd'hui à chercher quoi? Un modèle, peut-être. On peut très bien aussi se passer de modèle. Hein. Ah ben oui, on n'est pas obligé. Hein. Mais si on devait être obligé, admettons qu'on le soit. J'ai une proposition à faire que je tente d'ailleurs un peu de théoriser dans ce que j'ai écrit, c'est de tenter une théorie de la description, pas uniquement de décrire. Décrire, ça, c'est un engagement empirique. C'est un engagement empirique qu'on peut enseigner à des enfants. Hein. Tu vois la fenêtre là? Bon, allez, maintenant essaye de me la décrire. Bon, mais il n'y a pas de théorie de la description là-dedans. Non, je dis une théorie de la description.
C'est-à-dire une méthode analytique, une méthode synthétique, avec une théorie, c'est-à-dire avec des éléments qui soient des principes, pour essayer d'élaborer une théorie de la description, à la manière dont les phénoménologues ont tenté de le faire pour le monde. Quand vous prenez des grands phénomènes, enfin les pères de la phénoménologie, Husserl bien sûr, Merleau-Ponty, Janicot, qui était mon collègue à l'université de Nice, et d'autres, Claude Romano et d'autres, ils essayent de construire une théorie phénoménologique de la description. Ils ne pensent pas à l'anthropologie, eux, hein. Ils pensent vraiment aux relations entre la philosophie et le monde, ce qu'ils appellent eux le monde. Bon. Et je pense qu'il faudrait aller dans un sens où il faudrait laisser parler le monde, il faudrait laisser parler le monde tel qu'il nous parle, partout, le laisser parler, sans que nécessairement nous intervenions. L'idéal de la description, c'est cela. C'est comme si je ne décrivais pas. Je décris, bien sûr. J'y mets du mien, puisque je prends un stylo et je transforme une chose, un objet, en mots. Oui. Mais l'idéal serait de faire comme si je ne le faisais pas. Et comme si le monde me parlait à moi directement, sans intermédiaire, en faisant sauter l'intermédiaire que je suis. Le monde peut-il me parler de lui-même? Voilà la question. Et s'il peut me parler de lui-même, bon, à la fois vous me direz, mais alors c'est la mort de l'anthropologie, puisqu'il n'y aura plus d'anthropologue pour dire. Oui, d'une certaine manière, on peut dire que c'est la mort de l'anthropologie. Oui, c'est pas la mort de la poésie. Qu'est-ce que c'est la poésie au fond? C'est laisser parler le monde comme si je n'étais pas là. Comme si je n'étais pas là, il parle, de toute façon. Il y a des couleurs, hein. Sans que je sois là, sans moi, elles sont là, les couleurs. Elles vivent. Eh bien, le poète est là pour tenter de les happer au moment où il les regarde. Est-ce que nous, anthropologues, on ne peut pas faire ça de la même manière? Tout ça, c'est pour dire que c'est ça la faiblesse du textualisme. C'est qu'on est rentré, et du postmodernisme d'ailleurs, on est rentré dans une dimension où la description est tellement épaisse, la description de notre travail est tellement épaisse, elle fait tellement texte, qu'elle prend le pas sur la réalité du monde qu'on a à décrire. C'est une discussion que j'avais eue avec Clifford Geertz, et on n'était pas toujours tout à fait d'accord, parce qu'il pensait quand même que sans description épaisse, le monde ne peut pas nous appartenir. Mais je lui ai dit, mais il n'a pas à nous appartenir, hein. Il a à vivre sa vie, le monde, il est ce qu'il est comme il est, et au fond, la question est de savoir, est-ce qu'il a besoin de nous? Mais si je dis est-ce qu'il a besoin de nous, c'est vrai que c'est une désacralisation de l'anthropologie. Au fond, ce serait. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez rencontré un collègue qui se lamentait parce qu'il disait que l'anthropologie est morte à cause du postmodernisme. Je veux bien le croire, je suis d'accord avec lui. Et moi, ce que je voudrais essayer de mettre au point avec mes collègues, c'est de tenter de tout faire pour pas qu'elle disparaisse. Et là, pour le moment, nous avons écarté tous les dangers qui la guettaient, hein, le cognitivisme aussi, et voir aujourd'hui sur quel chemin elle peut. Si maintenant on me dit, mais elle n'a pas besoin de chemin, l'anthropologie, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de modèle, elle continue sa vie comme elle est, de manière empirique. On demande aux gens de décrire des pratiques, ben ils décrivent les pratiques, point. Ils ne s'interrogent pas sur le problème épistémologique de savoir quel modèle ils ont suivi. C'est tout. Moi, je veux bien, hein. Ça ne me dérange pas. Et ce que je sais, c'est qu'on traverse à un moment, ce moment-là où on est obligé de poser. C'est ça la crise que je voulais dire. C'est ça la crise. La crise, c'est qu'on est à la croisée des chemins maintenant. Parce qu'on est devant une absence de modèle. C'est tout. C'est une absence de modèle. Alors je dis, ou bien on se passera de modèle, c'est fini, il n'y en a plus. Alors on verra si l'anthropologie devient littéraire, si elle devient poétique, si elle devient rien du tout. Hein. Ou bien si on a besoin de notre modèle, et lequel? Voilà, là, c'est une interrogation, hein, c'est tout. Le recours à la poésie, c'est ça que j'ai voulu dire.
C'est pour ça que j'ai tenté de vous dire tout à l'heure, la poésie, c'est le dire sans le dire. C'est dire la chose dans le dire. Donc c'est choisir toujours un chemin pour dire autrement ce qu'il y a à dire. Voilà pourquoi j'avais tenté de le dire tout à l'heure. Oui. Est-ce que, au-delà de la poésie, ce ne serait pas en fait l'oralité en quelque sorte? Oui, c'est l'oralité, oui. Mais la question, oui, c'est l'oralité, mais la question est de savoir, est-ce que cette oralité, on peut la transcrire? C'est parce que si on la transcrit, si nous on écrit des textes, hein, bon, si on la transcrit, c'est plus de l'oral. C'est plus de l'oral, ça devient de l'oral écrit. On retrouve la problématique de Céline, quand on lui demandait « Qu'est-ce que vous faites dans votre pratique ? Pourquoi vous écrivez des romans comme ça? Ça sert à quoi? Pourquoi faire ?» etc. Il disait « Mais j'essaye de prendre le langage parlé. » Parler, il disait pas oral. Hein. Le langage parlé, et de le transcrire. Mais dès qu'il est parlé et que je le transcris, il n'est plus parlé. Mais j'essaye à chaque fois qu'il soit quand même le plus parlé possible. C'est pour ça qu'il mettait beaucoup de points de suspension, des points d'exclamation, comme quand on parle, quoi. Vous voyez ? Très compliqué l'histoire de... Parce que c'est ou une transcription ou pas. Ou vous laissez tel quel le parler, mais alors il n'y a plus d'anthropologie à ce moment-là. Parce que nous, on est là pour donner un sens à tout cela. Toute la question est de savoir comment sortir du symbolique, quoi. On n'en sort pas. Hein. On tourne autour du pot, mais c'est ça. Voilà, je pense que j'avais noté... grâce à votre questionnaire, voilà, peut-être que ouais, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Au fond, le souci poétique, au fond, oui, c'est ça, le souci poétique, ce qu'on pourrait appeler le souci poétique de l'anthropologie. Le souci poétique, c'est de tenter de faire que l'anthropologie ne tombe pas dans l'idéologie. Voilà. Ne tombe pas dans ce carcan prérequis, cette espèce de cadre formaté où on veut faire rentrer le monde et où on veut faire rentrer dedans absolument la discipline anthropologique, alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait adapter l'anthropologie et adapter le modèle au monde, et pas l'inverse. Et c'est peut-être ça le plus difficile, et c'est ça le plus... Peut-être c'est la tâche qui nous attend dans les 20, 30 ou 40 années qui viennent. Je ne sais pas ce que vont devenir nos étudiants. Et je ne sais pas s'ils vont se poser ce genre de questions à l'avenir. Je l'ignore totalement.